Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. L'odeur des pins flottait légèrement au bas du manteau de Sophia James lorsqu'elle descendit du train et pénétra dans le cœur animé d'une ville qui ne savait rien d'elle. Elle avait enfermé toute sa vie dans une seule valise et un sac à main en cuir usé, tous deux serrés dans ses mains comme des ancres dans la tempête. La perte de ses parents avait gravé dans sa vie un silence profond, un silence que ni condoléances ni souvenirs ne pouvaient combler. À 27 ans, Sophia n'était pas seulement en deuil, elle prenait un nouveau départ. Sans frères et sœurs ni famille, elle prit la décision discrète de quitter sa ville natale, dans le nord de l'Oregon, pour s'installer dans la ville côtière de Clearwater Bay. L'endroit était plus chaleureux, plus vivant, et peut-être, entre ces murs de béton, pourrait-elle retrouver le sourire. Sophia avait toujours été le genre de femme à trouver de la joie dans l'ordinaire, les recettes de sa mère, les histoires du soir de son père, la lumière du soleil sur le carrelage de la cuisine au petit matin. Mais à présent, le chagrin avait terni les couleurs du monde. Pourtant, elle persévérait, tenant fermement une offre d'emploi arrivée juste à temps. Ce n'était pas glamour, juste un poste de femme de chambre dans l'un des plus anciens hôtels de Clearwater, le Majestic Haven. Le nom l'avait fait rire doucement à la première lecture de la lettre. Son CV froissé et sa valise usée n'avaient rien de majestueux. Mais c'était quelque chose, et cela suffisait. L'hôtel se dressait devant elle telle une imposante relique, sa façade de briques saupoudrée de plumes de mouettes et ses fenêtres anciennes murmurant des histoires de jours meilleurs. Elle s'approcha de la porte tournante vitrée, un espoir discret enfoui au fond d'elle. Dans le hall, ses pas s'enfoncèrent dans l'épais tapis marron tandis qu'elle se dirigeait vers la réception. Derrière le comptoir en acajou poli se tenait un jeune homme aux boucles soignées, vêtu d'un élégant gilet bleu marine et arborant le genre de sourire qui dissipe la fatigue d'un long voyage. Prenant ses notes, il taquinait d'un ton enjoué, tapotant sur le registre des clients. Sophia cligna des yeux devant la chaleur inattendue de sa voix, parvenant à esquisser un sourire timide. « En fait, je suis là pour commencer à travailler », dit-elle en sortant la lettre d'offre de la poche de son manteau. L'homme se pencha pour la consulter, ses yeux noisettes accrochant la lueur des plafonniers. « Tiens, sourit-il, on dirait que l'hôtel vient de gagner en luminosité. » Son badge indiquait Joshua Robertson. Ce qu'aucun d'eux ne savait alors, c'est que ce moment informel, la gentillesse d'un inconnu à l'aube d'un nouveau départ, serait le premier pas vers l'amour, la trahison et le destin. Sophia ne s'attendait pas à ce que Joshua s'attarde dans ses pensées après leur première rencontre, mais son charme naturel avait le don de s'installer sous sa peau comme la lumière du soleil à travers une vitre froide. Au cours des jours suivants, au Majestic Haven, leurs chemins se croisèrent souvent, parfois intentionnellement, parfois involontairement. Joshua, avec sa démarche assurée et son rire magnétique, semblait toujours savoir quand apparaître. Il lui apportait des serviettes supplémentaires lorsque le stock se vidait accidentellement. Il passa devant son couloir avec un café comme elle l'aimait, de sucre, sans crème. Bien que ses tâches à l'accueil l'occupaient, Sophia le surprenait souvent à lui lancer des regards furtifs lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas. Au début, elle crut à un flirt, une distraction pour oublier son chagrin. Mais sa constance a érodé les barrières qu'elle avait érigées après le décès de ses parents. Il y avait quelque chose dans son regard qui lui donnait le sentiment d'être entendu, même dans son silence. Leur première vraie conversation eut lieu un après-midi pluvieux dans la salle des professeurs. Sophia venait de finir de plier le linge lorsque Joshua entra, secouant son manteau et fredonnant un vieux morceau de jazz. Il lui offrit un sourire, le genre de sourire qui n'exige rien en retour. « On travaille toujours comme si le monde en dépendait », dit-il en s'installant sur le canapé en face d'elle. Sophia rit. Peut-être que oui. Ou peut-être que je n'aime pas rester immobile. Cette simple phrase s'est transformée en des heures d'échange, à propos de musique, de rêves de voyage, de souvenirs de famille et de ce qu'il voyait dans 5 ans. Sophia a appris que Joshua avait grandi dans un quartier difficile de Newark, élevé par une mère célibataire qui faisait le ménage dans les bureaux la nuit et encourageait ses ambitions. Son objectif, a-t-il avoué avec une étincelle dans les yeux, était de gérer un jour son propre complexe hôtelier de luxe. Pas seulement gérer, mais assumer, avait-il dit d'une voix pleine de conviction. Sophia se sentit attirée par cette soif, ce feu qu'elle avait presque perdu en elle. Les jours devinrent des semaines, et bientôt leur lien s'épaissit pour devenir indéniable.
Il commença à la raccompagner chez elle après ses heures de travail tardives, à lui envoyer des textos doux pendant les pauses et un jour, il se présenta même avec un petit bouquet de gardénias, les fleurs préférées de sa mère. Pour la première fois depuis les funérailles, Sophia se surprit à rire sans culpabilité, à rêver sans peur. Lorsque Joshua l'invita à dîner dans un bistrot en bord de mer, à la sortie de la ville, elle accepta sans hésiter. Cette nuit-là, sous la brume dorée des lanternes et la brise marine, il lui prit la main par-dessus la table et dit « Je ne sais pas ce que tu fuis, Sophia, mais si tu me laisses faire, je serai l'endroit où tu courras. » Son cœur trembla. À cet instant, entourée du parfum de l'eau salée et des promesses, Sophia osa à nouveau croire en l'amour. Un amour qui murmurait la loyauté, l'éternité, et tout ce qu'elle pensait avoir perdu. La soirée où Joshua a demandé sa main en mariage n'avait rien de grandiose ni de mis en scène. Et pourtant, pour Sophia, c'était comme un instant sorti d'un rêve. Il s'était promené tranquillement dans le vieux quartier portuaire de Clearwater Bay, au moment même où le ciel se fondait dans des teintes lavande et ambre. La promenade était presque déserte, à l'exception de quelques mouettes et du léger bruissement du vent sur l'eau. Joshua s'arrêta près d'un banc en fer rouillé surplombant l'océan, s'agita un instant comme s'il se préparait, puis s'agenouilla, une modeste bague en argent glissée dans un écrin de velours. « Sophia James, » dit-il d'une voix ferme mais le regard doux, « je n'ai pas encore le monde à t'offrir, mais je te promets que tu ne le feras jamais seul si tu me choisis. » Il n'y avait pas de flash, pas de spectateurs, pas d'orchestre en fond sonore, seulement le fracas des vagues et les battements de son cœur. Sophia, le souffle coupé, murmura un « oui » en larmes, l'attirant dans ses bras. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement parmi le personnel de l'hôtel et les félicitations affluèrent comme des confettis. Alors que Sophia tentait de se concentrer sur le bonheur du moment, un courriel inattendu arriva la semaine suivante, réveillant des émotions contradictoires. Il provenait d'une célèbre chaîne hôtelière de Chicago, une opportunité pour laquelle elle avait postulé des mois auparavant, bien avant Joshua. Le message contenait une offre officielle. Un poste prestigieux de relocalisation dans le cadre d'un programme de formation en management, avec logement, avantages sociaux et mentorat auprès d'un des dirigeants les plus en vue du secteur. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Une chance de reconstruire son indépendance, sa carrière, et peut-être même son identité. Lorsqu'elle en parla à Joshua ce soir-là, s'attendant à sa fierté, son expression changea. Il n'éleva pas la voix, mais sa déception était palpable. Doucement, dit-il prudemment, comment des fiançailles à distance auraient-elles un sens en ce moment? Je croyais que nous construisions quelque chose ici, ensemble. La pression derrière ces mots était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Finalement, Sophia prit la décision qu'elle croyait nécessaire à l'amour. Elle déclina l'offre de Chicago et resta à Clearwater Bay, acceptant une promotion moins importante au sein de Majestic afin de rester aux côtés de Joshua. Les carrières peuvent attendre, se dit-elle en archivant le courriel et en supprimant le brouillon de lettre de démission qu'elle avait rédigé par hésitation. Joshua, de son côté, promit qu'il construirait quelque chose d'encore plus grand. Une fois que j'aurai ouvert mon propre complexe hôtelier, il lui a dit en lui passant un bras autour des épaules. « Tu le géreras. Tu en seras le cœur. » Elle l'a cru. Elle le voulait. Sur le moment, le sacrifice ne lui semblait pas une perte, mais un investissement dans un avenir commun. L'amour, après tout, exigeait la foi. Et Sophia avait de quoi donner. Leur mariage, simple mais intime, s'est déroulé sur la terrasse ensoleillée d'une petite colline surplombant le port paisible de Clearwater Bay. Sophia portait une robe vintage et délicate à dentelle champagne, ses cheveux bouclés et une brindille de gypsophile coincée derrière son oreille. Joshua se tenait droit dans son costume bleu marine, un large sourire aux lèvres lorsqu'il lui glissa la bague au doigt. Pas de décoration sophistiquée ni d'orchestre, juste des amis proches de l'hôtel, quelques voisins et des rires qui montaient avec la brise salée. Ce jour-là, ils avaient l'impression d'avoir tout, promesses, passion et un avenir que seuls pouvaient définir. Leur appartement, niché dans un charmant quartier résidentiel près du centre-ville, était modeste mais chaleureux. Sophia le décorait de trésors chinés et de bougies parfumées, tandis que Joshua l'emplissait de sa musique forte et de ses ambitions débridées. Ils instauraient des routines, des courses de pizza nocturnes, des promenades le week-end sur la jetée, des rêves murmurés dans le noir. Mais au fil des mois, la vie idyllique a commencé à basculer subtilement vers l'imprévisible.
Joshua avait récemment été promu directeur général adjoint du Majestic Haven, un poste qui accaparait toute son attention. L'hôtel, autrefois vestige du luxe d'antan, subissait une transformation majeure sous la direction d'un nouveau propriétaire partiel. Des rumeurs circulaient sur l'acquisition d'une participation importante par un investisseur international dans la propriété. La tension était vive parmi le personnel et la direction, incertains des conséquences de ce changement. Un lundi matin, alors que Sophia s'occupait des agendas de Lennon au bureau du personnel, sa collègue et amie Marie fit irruption, les joues rouges de rumeur. « Tu ne croiras pas qui est dans le hall », murmura-t-elle en serrant un presse-papier comme pour calmer son excitation. Catherine Francis. La Catherine Francis. Au début, ce nom ne disait rien à Sophia. Mais cet après-midi-là, alors qu'elle entrait dans la salle de réunion pour remettre les nouveaux dossiers d'orientation, son regard se posa sur une grande femme en talons rouges et tailleur-pantalon noir élégant. Elle se retourna lentement et sourit. « Tu dois être Sophia, » dit-elle froidement. « La femme de Joshua. J'en ai tellement entendu parler. » Plus tard dans la soirée, Joshua confirma la révélation. Catherine était son ex-petite amie de fac, désormais investisseuse internationale et collaboratrice du nouveau conseil d'administration de l'hôtel. « Ce ne sont que des affaires, » dit-il rapidement, balayant l'affaire du revers de la main. Catherine et moi, on était ensemble depuis des années. Elle est passée à autre chose. Moi aussi. Il embrassa Sophia sur le front et lui promit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais Sophia remarqua la façon dont sa voix tremblait légèrement lorsqu'il prononçait son nom, la sonnerie de son téléphone plus tard que d'habitude, et la soudaine apparition de Catherine partout. Réunion du conseil d'administration, visite de hall d'entrée, dîner tardif. Catherine était belle, sûre d'elle et riche. Mais ce qui troublait le plus Sophia, ce n'était pas sa présence, mais la familiarité dans les yeux de Joshua lorsqu'il la regardait. Le genre de familiarité qui lui appartenait autrefois. Cela commençait par de petites choses, des non-dits. Joshua commença à rentrer plus tard que d'habitude, prétextant toujours des réunions d'investisseurs à répétition ou des urgences hôtelières de dernière minute. Au début, Sophia le crut. Elle savait à quel point la gestion hôtelière pouvait être exigeante et ne voulait pas être une épouse méfiante. Mais à mesure que les nuits s'allongeaient et que son téléphone ne le quittait plus, le doute s'insinuait comme un courant d'air sous une porte verrouillée. Il cessa de lui poser des questions sur sa journée. Lorsqu'elle lui annonça avec enthousiasme qu'elle avait réorganisé le processus de retour des clients pour plus d'efficacité, il leva à peine les yeux de son téléphone. L'homme qui laissait des mots manuscrits sur le miroir de la salle de bain l'embrassait à peine le matin. « C'est juste le stress », se dit-elle en pliant ses chemises avec un espoir discret. « Il reviendra vers moi une fois que les choses se seront arrangées au travail. » Mais les choses ne se sont pas arrangées. Elles ont dégénéré. Catherine Francis semblait désormais graviter autour de leur vie. Elle avait rejoint le comité de transformation de l'hôtel et avait commencé à organiser des dîners stratégiques avec les chefs de service, dîners auxquels Joshua participait systématiquement et dont il rentrait toujours tard. Un vendredi soir, Sophia décida de lui faire une surprise à l'hôtel après son service. Elle entra dans la salle à manger exécutive et se figea à la vue de Joshua et Catherine assis côte à côte, la tête penchée en pleine conversation, des éclats de rire s'échappant entre deux bouchées de dessert. Catherine était éblouissante, avec un maquillage impeccable, une robe bleu marine sur mesure et des talons qui claquaient comme une assurance sur le sol en marbre. Joshua ne remarqua pas Sophia au premier abord. Quand il le remarqua enfin, il se raidit et se tint debout, maladroitement. « Tu ne m'avais pas prévenu de ta venue, » dit-il, presque comme une accusation. « J'ai fini tôt, » répondit-elle avec un sourire forcé. « Je pensais qu'on pourrait rentrer ensemble. » Catherine resta assise, sirotant son vin avec un sourire amusé. « Si romantique, » murmura-t-elle. Ce soir-là, Sophia resta seule au lit, tandis que Joshua, assis sur le canapé, répondait à ses emails jusqu'à minuit passé. L'homme qui traçait autrefois des étoiles dans son dos et murmurait des rêves sur leur avenir se sentait désormais comme un étranger qui louait une place dans sa vie. Il commença à sauter des repas, à zapper les promenades du dimanche, à oublier les blagues privées qui les faisaient rire sans cesse. Un soir, elle tenta d'engager la conversation sur leur distance grandissante. « Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas, Josh ?» demanda-t-elle doucement, la voix presque brisée. Il la regarda, les yeux fatigués, et dit « Sophia,
tout ne tourne pas forcément autour de nous. Peux-tu me laisser respirer? Cette phrase le blessa plus profondément qu'il ne l'imaginait. Elle hocha lentement la tête et s'éloigna, mais intérieurement, quelque chose de lourd commença à se calmer. Il ne s'agissait plus seulement de Catherine. Il s'agissait de l'homme qui lui avait autrefois tout promis et qui lui offrait maintenant le silence. L'accident s'est produit un jeudi matin brumeux, juste à l'extérieur de la rocade nord de Clearwater. Sophia allait chercher une commande de tissu sur mesure pour le gala d'hiver de l'hôtel lorsqu'une camionnette de livraison a grillé un feu rouge et a percuté le côté passager de sa petite berline. L'impact a été instantané. Le métal s'est effondré, le verre a explosé comme des éclats de glace, le monde a basculé dans l'obscurité avant même qu'elle ne réalise ce qui s'était passé. À son réveil, des lumières blanches et stériles clignotaient au-dessus de sa tête, le bip régulier des moniteurs emplissant ses oreilles comme une berceuse envoûtante. Des tubes serpentaient entre ses bras. Ses jambes, elle ne les sentait plus. La panique la submergea comme un incendie. Les infirmières se précipitèrent. Le visage d'un médecin apparut, aimable mais grave. La lésion de la moelle épinière était grave, a-t-il dit. Votre état est stable maintenant. Mais la paralysie est permanente. Je suis vraiment désolé. Joshua était déjà dans la chambre d'hôpital quand elle s'est réveillée complètement, serrant sa main de ses doigts tremblants. Ses yeux étaient rouges, sa mâchoire crispée, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « J'ai cru t'avoir perdu », murmura-t-il en lui écartant les cheveux du visage. Sophia pleurait contre lui, tremblante sous le choc, et pendant un instant, juste un instant, il la serra dans ses bras comme avant. Amis et collègues lui rendaient visite par vagues, lui offrant des fleurs, des corbeilles de fruits et des vœux de bonheur. Joshua était là pour tout, ajustant ses oreillers, plaisantant pour lui remonter le moral, lui apportant sa soupe préférée même quand elle n'avait pas d'appétit. Lorsqu'elle fut transférée en centre de rééducation 3 semaines plus tard, il décora sa chambre privée avec des photos de leur mariage, des citations imprimées sur la force et sa bougie préférée, la pomme cannelle, qu'elle allumait les soirs d'automne à la maison. Mais au fil des semaines, cette régularité s'estompa. Les visites de Joshua devinrent plus courtes, puis moins fréquentes. Il commença à arriver en retard, invoquant des réunions de travail ou des délais à l'hôtel. Sophia essaya de comprendre, et elle y parvint vraiment. Elle savait à quel point l'hôtel était devenu très fréquenté, surtout depuis l'investissement de Catherine qui les poussait à changer d'image. Pourtant, il y avait un vide dans sa présence, comme s'il remplissait une obligation plutôt que de venir par amour. Elle lui demanderait de lui lire des histoires comme avant, mais il prétendait être trop fatigué. Lorsqu'elle lui demanda s'ils pouvaient dîner ensemble dans le jardin de l'hôpital, il lui promit le lendemain. Demain arriva et passa, et le lendemain aussi. Les infirmières commencèrent à l'aider plus que lui. L'homme qui autrefois caressait sa colonne vertébrale regardait à peine ses jambes. Sophia ne dit pas un mot. Elle se contenta de sourire, de le remercier pour chaque brève visite et de prier en silence pour que ce qu'ils avaient autrefois ne soit pas déjà perdu. Sophia venait à peine de rentrer de rééducation lorsque Catherine Francis fit sa première apparition amicale. Vêtue d'un pantalon beige impeccable et d'un chemisier en soie, elle arriva avec un bouquet coûteux et une bouteille de vin rouge importé, 2 choses dont Sophia ne pouvait plus se permettre. « Je pensais passer », dit Catherine d'un ton enjoué, en déposant les fleurs sur la table du salon sans même demander. « J'ai entendu dire que Joshua était débordé par la gestion de l'hôtel et de tout ici aussi. Je voulais juste savoir comment tu tenais le coup. » Sophia força un sourire poli, ses doigts serrant légèrement les accoudoirs de son fauteuil roulant. Catherine s'installa confortablement avec l'aisance de quelqu'un habitué à entrer là où elle n'avait rien à faire. Cette visite, cependant, n'était pas une simple courtoisie. Elle devint une routine. Dès la 2e semaine, Catherine était présente régulièrement, prétendant apporter des courses ou aider aux tâches ménagères, ce qui, Sophia le savait, n'était qu'un prétexte pour s'attarder auprès de Joshua. Joshua X, quant à lui, semblait soulagé par sa présence. « Elle est bien intentionnée », dit-il un soir lorsque Sophia exprima son malaise. En plus, elle m'a aidé à trouver des contacts pour la rénovation de l'hôtel. Je ne peux pas tout gérer. Sophia n'a pas protesté. Elle voyait bien qu'il était épuisé, mais au fond d'elle, le malaise grondait. Catherine saisissait chaque occasion de parler à la place de Sophia, de la corriger ou de faire des remarques subtiles déguisées en plaisanterie. « J'admire ton courage »,
lui avait-elle dit un jour en l'aidant à ranger l'étagère de la cuisine, malgré tout le travail qu'elle avait à faire. Limitations. Joshua n'avait pas perçu la dureté de son sourire, mais Sophia, si. Au début, les commentaires de Catherine étaient anodins, mais avec le temps, ils sont devenus plus personnels et dangereux. « Tu as besoin de repos, Josh », murmura-t-elle un soir, juste assez fort pour que Sophia l'entende. « Toute cette tension est injuste envers toi. Tu as tant sacrifié. Tu mérites mieux que de la pitié et de la pression. » Les mots étaient empreints de venin, s'écoulant lentement mais sûrement dans les oreilles de Joshua. Le pire, c'était la façon dont Catherine savait quand se montrer sincère avec Sophia, apportant à manger, proposant son aide, voire feignant l'inquiétude. Mais quand Joshua était là, elle devenait vulnérable, toujours fatiguée ou agitée, ayant constamment besoin de son aide. Elle laissait tomber des objets intentionnellement, riait quand il les rattrapait et se penchait vers lui juste assez pour brouiller la frontière entre le professionnel et le personnel. Joshua, déjà épuisé par le stress, ne réagissait pas. Il commençait même à faire écho aux sentiments de Catherine. Il soupirait lorsque Sophia demandait de l'aide. Il s'impatientait lorsqu'elle avait besoin d'aide pour s'asseoir sur la chaise de douche. Un jour, elle l'entendit dire à Catherine dans le couloir qu'elle n'était plus la même. Ces mots la bouleversèrent plus profondément que l'accident n'aurait pu le faire. Pendant ce temps, Catherine l'observait, derrière de faux sourires, des sourires qui murmuraient « Je gagne ». Le silence dans la maison n'était plus paisible. Il était étouffant. Autrefois empli du doux bourdonnement de la musique, des rires du dîner et des plaisanteries spontanées de Joshua résonnant dans le couloir, leur maison résonnait désormais d'absence. Joshua ne prenait plus de petit déjeuner avec Sophia. Il rentrait rarement avant minuit, et lorsqu'il le faisait, il la saluait à peine, si ce n'est d'un hochement de tête froid et distrait. Ses sourires étaient réservés aux clients de l'hôtel. Il passait presque tout son temps au travail, même si Sophia savait qu'il n'en était rien. Catherine avait lentement et astucieusement pris possession de chaque centimètre carré de l'espace qui leur appartenait autrefois. Elle gérait les factures, les plannings et commençait même à répondre au téléphone. Quand Sophia exprima ses inquiétudes, Joshua la repoussa. « Elle ne fait qu'aider. Tu as besoin de te reposer », murmura-t-il sans la regarder. La transition fut si subtile qu'on avait presque l'impression que Catherine avait toujours été là. Elle commença à réorganiser les meubles, prétextant rendre la maison plus accessible aux fauteuils roulants, mais ces changements lui parurent envahissants et peu attentionnés. Le fauteuil préféré de Sophia disparut. Sa lampe de lecture avait été remplacée. Même le parfum de ses bougies à la vanille préférée avait disparu, remplacé par la lavande, la signature de Catherine. Plus inquiétant encore, Catherine s'occupait désormais des courses, engageait du nouveau personnel sans consulter Sophia et planifiait des rénovations dont Sophia n'était jamais informée. Un après-midi, Sophia entra dans la cuisine et découvrit un garde-manger réaménagé et Catherine donnait des instructions à un entrepreneur pour la rénovation de la salle de bain. « J'ai pensé qu'il était temps de rafraîchir la décoration », dit-elle froidement, comme si Sophia n'était qu'une invitée chez elle. Le sentiment d'appartenance de Sophia s'estompait de jour en jour. Elle a essayé d'appeler Joshua au travail, mais ses appels sont restés sans réponse. Elle lui a laissé des messages, mais aucun n'a répondu. Il a cessé de prendre de ses nouvelles, de lui demander comment elle se sentait, ce dont elle avait besoin. L'homme qui avait juré de construire le monde avec elle l'avait abandonné dans la maison même où ils étaient censés le construire. Sophia commença à tenir un petit carnet à côté de son lit, non pas un journal, mais une liste. Une liste de chaque instant où elle se sentait invisible. Chaque fois que Joshua l'ignorait. Chaque décision que Catherine prenait sans elle. Chaque soupir. Chaque murmure se faisait entendre derrière des portes closes. Elle n'avait pas encore l'intention de se confronter, mais elle commençait à y voir clair. Elle était seule, complètement seule, et les deux personnes responsables de cette situation vivaient confortablement sous son toit. Et cela, plus que la paralysie, la brisa profondément. Tout commença par une cravate égarée. Sophia connaissait la garde-robe de Joshua jusqu'au dernier cintre, mais un soir, en passant devant la buanderie, elle remarqua une cravate qu'elle n'avait jamais vue auparavant, en soie cramoisie avec une subtile broderie noire. Ce n'était pas le sien, et ce n'était pas le style habituel de Joshua. Elle n'en fit pas mention. Quelques jours plus tard, un léger parfum persistait dans la salle de bain des invités, une odeur forte et exotique,
bien loin de l'eau de Cologne familière qu'elle vaporisait sur ses cols avant le travail. Ses soupçons couvaient, mais elle ne dit rien. C'est lors d'une visite de l'assistante de Catherine que Sophia découvrit ce à quoi elle ne s'attendait pas. Un téléphone déverrouillé, abandonné négligemment sur le comptoir de la cuisine. Joshua était sorti brièvement, et Catherine était dans le jardin, en communication. L'écran était allumé. Un fil de discussion avec Catherine était ouvert. Sophia hésita un instant avant de faire défiler la page. Ce qu'elle vit lui serra l'estomac. Les messages n'étaient ni vagues ni facilement mal interprétés. Ils étaient flagrants. Photos. Confessions Nocturnes. La nuit dernière a été incroyable, disait un message. Je te sens encore. Un autre a dit, on ne peut pas continuer à se faufiler comme ça. Rendons ça officiel. Ses mains tremblaient tandis qu'elle parcourait la liste, passant devant des images suggestives, des confirmations de chambres d'hôtel et des messages vocaux qui ne laissaient aucune place à l'imagination. Elle posa rapidement le téléphone en entendant les talons de Catherine claquer dans la maison et se ressaisit. « Voulez-vous encore du thé ?» demanda Catherine avec son habituel sourire hypocrite. Sophia hocha la tête, n'offrant rien d'autre qu'un calme. « Oui, s'il vous plaît. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle pleura sans un bruit. Non pas qu'elle ait le cœur brisé, elle s'en doutait déjà. Mais maintenant, il y avait une preuve. Une vérité concrète. La trahison était sortie de l'ombre pour entrer en pleine lumière. Mais au lieu d'affronter Joshua, Sophia fit un choix qui la surprit elle-même. Elle ne dit rien. Pas d'emportement. Pas de supplication ni d'ultimatum. Elle restait silencieuse, déterminée. Elle observait. Elle écoutait. Chaque geste qu'il faisait autour d'elle était désormais filtré à travers ce qu'elle savait. Elle remarqua que Joshua avait soudain recommencé à porter de l'eau de Cologne, que les visites de Catherine coïncidaient avec ses longues heures de travail. Elle remarqua que Catherine se considérait comme un membre de la famille lorsqu'elle parlait aux nouveaux employés. Sophia ne broncha pas lorsque Catherine posa la main sur le bras de Joshua pendant le dîner. Elle ne sia pas lorsqu'il la guida. Son silence n'était pas de la soumission, c'était une stratégie. Pour la première fois depuis l'accident, Sophia sentit un feu s'embraser sous son immobilité. Il la croyait brisée, impuissante, inutile. Mais ils avaient tort. Et pendant qu'ils jouaient à leur petit jeu, elle observait, se préparait. Ce n'était pas suffisant que Catherine ait infiltré la maison de Sophia, elle voulait son monde entier. Le premier changement est survenu soudainement. Les appels vidéo hebdomadaires de Sophia avec sa cousine Rachel ont été soudainement interrompus à cause d'un mauvais Wi-Fi ou d'appareils oubliés. Sophia demandait à Joshua de l'aider à résoudre le problème de signal ou de rappeler à Rachel de la rappeler, mais il marmonnait de vagues promesses qui ne se sont jamais concrétisées. Puis les SMS de Rachel ont complètement cessé d'arriver. Quand Sophia a finalement emprunté le téléphone d'un membre du personnel et l'a contacté, Rachel a répondu avec hésitation « J'ai essayé, mais Joshua a dit que tu ne voulais pas parler, que tu avais besoin d'espace pour récupérer. » Sophia avait l'estomac noué. Le travail de Catherine avait cessé de la toucher. Sophia s'asseyait dans la véranda, attendant des visages familiers qui ne se présentaient jamais, pour finalement entendre Catherine expliquer à la femme de chambre que Madame Robertson ne recevait pas de clients pour le moment. Joshua, quant à lui, restait rarement assez longtemps à la maison pour s'en apercevoir ou s'en soucier. Il se mit à voyager souvent, prétendant assister à des conférences sur le développement hôtelier dans des villes dont elle ne l'avait jamais entendu parler auparavant. Quand Sophia lui demanda des détails, ses réponses restèrent vagues. « Ce ne sont que des affaires, sauf, dit-il d'un ton dédaigneux un soir en fermant sa valise. Ces voyages sont synonymes d'expansion, de croissance, mais il ne l'invita jamais, ne lui donna jamais de nouvelles et ne rapporta jamais rien de significatif, si ce n'est des échantillons d'eau de Cologne trop utilisés et de nouvelles absences. Les jours passaient sans qu'il ne l'appelle. Catherine, quant à elle, comblait le silence avec trop d'empressement. Elle arpentait la maison telle une matrone, parlant au personnel comme si elle était la maîtresse de maison. Son ton se fit plus sec, ses propos plus effrontés. Un jour, alors que Sophia était amenée dans la salle à manger pour le dîner, Catherine leva les yeux de sa place en bout de table et dit d'un ton neutre « Oh, tu es des nôtres ce soir ». Chaque remarque perturbait la sérénité de Sophia, mais elle ne répondit rien. Elle observait Catherine intercepter les appels, rediriger le courrier et contrôler les personnes qui franchissaient la porte d'entrée.
Même le personnel s'éloignait, clairement sommé par Catherine d'éviter les longues conversations avec elle. Sophia tenta un jour de renouer avec un ancien collègue, mais l'appel fut mystérieusement coupé et ne répondit jamais. Elle commençait à se sentir prisonnière chez elle, une ombre flottant entre les pièces, emplie de murmures et d'une pitié à peine voilée. Et Joshua, l'homme à qui elle avait tout donné, celui qui avait juré de la protéger, s'éloignait davantage à chaque kilomètre. Mais Sophia endurait tout cela sans s'emporter. Son silence, bien qu'étouffant, était devenu une armure. Car sous la surface, quelque chose était en train de changer. Elle n'espérait plus l'amour. Elle attendait que justice soit faite. L'enveloppe blanche immaculée était posée sur la table à manger, lorsque Sophia entra dans la pièce cet après-midi-là. Elle portait l'élégant insigne de la présidence, gravé en or et bordé de passementerie bleu marine, une invitation officielle au gala annuel des honneurs politiques de Clearwater Bay, un événement diffusé dans tout le pays et auquel participaient les personnalités les plus influentes du gouvernement, des affaires et de la philanthropie. Sophia prit l'enveloppe et la tourna dans ses mains, le souffle court à la lecture des mots « M. et Madame Joshua Robertson ». Son nom y était inscrit, sans erreur. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'inclusion. Pendant des années, Joshua avait parlé de ce gala comme d'une occasion rêvée de se développer, de développer son réseau et d'influencer. Être invité maintenant, en tant que couple, signifiait quelque chose, n'est-ce pas? Elle sourit faiblement et reposa son verre juste au moment où Joshua franchissait la porte d'entrée. Il la vit immédiatement et s'arrêta, son sourire vacillant. « Tu l'as ouvert ?» demanda-t-il sans vraiment la regarder dans les yeux. Sophia hocha la tête. « Nous étions invités. » Nous deux. Il y eut un long silence avant que Joshua ne s'avance, ne prenne l'enveloppe et ne frotte son pouce sur les lettres en relief. « Oui, à propos de ça, » dit-il prudemment. « Sauf, ce n'est pas vraiment ton truc. C'est bondé, bruyant, pas de rampe d'accès, et il y a souvent des places debout. Je vais être occupé toute la nuit à travailler sur le sol. Ce sera épuisant pour toi. » Sa façon de le dire, comme s'il proposait des soins plutôt qu'une exclusion, lui serra la poitrine. Elle inclina légèrement la tête. « Je vais m'en sortir. Je veux y aller. » Sa voix était calme mais ferme. Joshua avait l'air frustré. « Sophia, ce n'est pas une question de désir. C'est une question de pragmatisme. Tu n'as jamais fréquenté ces milieux. C'est de la politique de haut niveau. » Elle a croisé les mains sur ses genoux, puis m'a présenté. Pendant une brève seconde, son visage se durcit. Puis il força un sourire. « Très bien, » dit-il. « Bien serré. Si tu insistes. » Dans les jours précédant le gala, Sophia sentit le malaise croissant de Joshua. Il lui proposa de lui réserver un rendez-vous au spa le soir même. Devant son refus, il proposa qu'ils se rencontrent séparément lors de l'événement, une autre excuse qu'elle rejeta en silence. Catherine, qui hantait toujours la maison comme une ombre, ne dit mot de l'invitation, mais afficha un silence inhabituellement suffisant. La veille de l'événement, Joshua n'a pratiquement pas parlé à Sophia. Il a passé des heures à coordonner ses efforts avec un nouveau tailleur, à vérifier les plannings de presse et à envoyer des textos à tout va. Malgré tout, Sophia est restée calme. Elle choisit sa tenue avec soin. Une élégante robe bleu nuit qui mettait sa peau en valeur, avec des manches ajustées qui lui allaient parfaitement, même assise dans son fauteuil. En passant devant le miroir, elle s'arrêta un instant, fixant son reflet. Il n'y avait aucune trace de la femme brisée que Catherine avait tenté d'effacer. Elle ignorait les motivations de Joshua, mais elle finirait par les découvrir. La grande salle de bal de la salle de l'Assemblée présidentielle de Clearwater scintillait d'élégance. Des lustres en cristal laissaient échapper leur lumière, telle une pluie battante sur le sol en marbre étincelant. Des cordons de velours rouge séparaient les tribunes des invités d'honneur, et l'air vibrait du tintement des verres, des rires et d'un charme raffiné. Sophia arriva avec grâce, guidée par un valet attitré qui la guida prudemment à travers les marches jusqu'à l'ascenseur doré réservé aux dignitaires et aux invités de marque. Elle portait la robe bleue nuit qu'elle avait soigneusement choisie, ses cheveux ondulants en cascade sur ses épaules. Pour une fois, elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait de la présence. Lorsqu'elle entra dans la salle de bal, des dizaines de personnes bien habillées se tournèrent subtilement pour l'observer. Elle sourit doucement, malgré son cœur battant la chamade. Elle scruta la foule à la recherche de Joshua, impatiente,
malgré tout, d'être présentée comme sa femme. Mais il n'avait pas précisé où se retrouver. Elle le remarqua près de l'estrade centrale, son profil reconnaissable entre mille, dans son smoking noir orné d'une broche argentée. Mais c'était la femme à ses côtés qui interrompait le souffle de Sophia, Catherine Francis, radieuse dans sa robe écarlate, la main délicatement entrelacée avec celle de Joshua. Ils riaient ouvertement, sereinement, comme s'ils étaient seuls dans la pièce. Sophia cligna des yeux, comme si ses yeux lui jouaient des tours. La foule autour d'eux commença à les remarquer. Quelqu'un les désigna du doigt. Un autre invité se retourna et murmura. Lentement, Sophia fit avancer sa chaise, le bruit autour d'elle se transformant en un léger bourdonnement. Joshua se retourna enfin et l'aperçut. Sa mâchoire se contracta, ses yeux se plissèrent, l'espace d'une fraction de seconde. Puis, avec un sourire presque forcé, il se tourna vers la presse à côté de lui tandis qu'un journaliste s'avançait. « Monsieur Robertson, une participation impressionnante ce soir. Pouvons-nous vous demander avec qui vous êtes ici ?» Joshua n'hésita même pas. Il serra plus fort la main de Catherine et dit clairement « Voici Catherine Francis, ma partenaire. » Le mot résonna dans la pièce comme le tonnerre. Un deuxième journaliste, perplexe, demanda sur le côté « N'était-ce pas votre femme ?» Joshua se tourna légèrement vers Sophia, qui s'était arrêtée à quelques mètres. Son regard était dénué de chaleur. « Elle. Une connaissance, » dit-il avec un haussement d'épaules désinvolte, puis il détourna le regard comme une inconnue. Des murmures parcoururent la salle de bal. Catherine ne dit rien, se contentant de sourire. Sophia n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas bougé. Elle fixa simplement l'homme qui lui avait promis l'éternité et sentit le monde s'effondrer sous elle comme un sol qui se fissure. Elle resta assise en silence, les épaules droites, les yeux fixes. Et dans ce silence, la pièce devint froide. Depuis l'étage supérieur de la salle de bal, où les invités les plus distingués se tenaient sous un balcon doré dominant la foule, le président Richard Pascal observait la soirée avec un air de détachement éprouvé. Homme d'État chevronné d'une cinquantaine d'années, il avait vu le meilleur et le pire de l'humanité défiler derrière des costumes formels et des sourires cordiaux. Mais même au milieu des discours, des rires et des manœuvres politiques, son regard fut immédiatement attiré par un changement soudain d'énergie dans la salle. La presse s'était détournée de l'estrade principale. Un léger frémissement s'était fait entendre au fond de la salle de bal. Richard plissa les yeux vers la scène en contrebas. Au centre se tenait une femme en fauteuil roulant, posée, silencieuse et seule, tandis qu'un homme à côté d'une autre femme parlait avec une résolution suffisante. Quelque chose dans le silence environnant lui disait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une rencontre gênante. C'était une blessure, infligée en public. Il s'approcha du bord, un verre à la main, essayant d'entendre la conversation. Il vit les flashs des appareils photo braqués sur elle. Il vit que ses lèvres ne tremblaient pas, que ses yeux ne fuyaient pas, que ses mains ne bougeaient pas. Elle gardait simplement son espace avec une grâce telle qu'elle était plus profonde que la rage ne l'aurait jamais pu. Il remarqua aussi un homme, Joshua Robertson, s'il se souvenait bien, qui s'éloignait avec Catherine Francis, murmurant comme si de rien n'était. Mais le président était en politique depuis assez longtemps pour lire l'air du temps. La femme en fauteuil roulant venait d'être humiliée, et pourtant elle le supportait sans un mot, sans réagir. Ce calme ne provenait pas de la faiblesse, mais de la force. Son intérêt fut piqué. Alors que l'orchestre reprenait sa douce mélodie et que les serveurs recommençaient à circuler dans les allées, Richard se pencha vers son assistant et murmura « Qui est-elle » Son assistant suivit son regard et sortit une tablette élégante. Quelques minutes plus tard, il répondit « Sophia James, épouse ou ex-épouse de Joshua Robertson, directeur général adjoint de Majestic Haven. Elle a subi une blessure à la colonne vertébrale et a eu un accident de la route il y a un peu plus d'un an. Aucune présence médiatique, aucune controverse, un casier judiciaire vierge. Expérience dans l'hôtellerie et l'exploitation hôtelière. » Richard fronça légèrement les sourcils. Il l'avait publiquement renié ce soir? L'assistant hocha subtilement la tête. Oui, monsieur, devant 3 correspondants de presse différents. Richard ne dit rien de plus. Il se contenta de l'observer de loin pendant le reste de la soirée, la regardant avec dignité tandis que les murmures circulaient autour d'elle, son regard fixe malgré les flashs et les clics des caméras.
Il était au pouvoir depuis assez longtemps pour savoir reconnaître une personne extraordinaire. Et ce soir, tandis que d'autres tentaient de l'effacer, Richard Pascal prit la décision de tout savoir sur celle qui avait préféré le silence au spectacle. On frappa doucement à la porte de Sophia, un mardi après-midi, doucement et posément, comme le rythme d'une personne peu habituée à la précipitation. Elle revenait d'un contrôle de routine et se dirigeait vers le salon lorsqu'elle l'entendit. Attendant une livraison ou peut-être un voisin, elle l'appela poliment, 1 minute, et s'approcha en fauteuil roulant. Lorsqu'elle ouvrit la porte, son souffle se coupa. Là, sans tambour ni trompette, se tenait le président Richard Pascal. Non pas en costume ni entouré de gardes du corps, mais vêtu d'un pardessus noir sur mesure, d'une chemise, et avec l'air de quelqu'un habitué à attirer l'attention sans la solliciter. « Madame James », dit-il chaleureusement en hochant la tête respectueusement. « Je m'excuse pour cette intrusion. J'espérais que nous pourrions discuter. » Pendant un instant, Sophia resta bouche bée, incertaine de savoir s'il s'agissait d'un rêve ou d'une farce cruelle. Mais sa présence était sincère, et lorsqu'il entra dans son salon, il le fit avec une humilité qu'elle n'attendait pas de l'homme le plus puissant du pays. « J'ai vu ce qui s'est passé au gala », commença Richard en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. « D'habitude, je ne m'implique pas dans les affaires personnelles, mais la force dont tu as fait preuve ce soir-là m'est restée en mémoire. Je voulais juste rencontrer la femme qui n'a pas bronché quand le monde a essayé de l'humilier. » Sophia n'a pas su quoi dire au début. Elle n'avait pas l'habitude d'être vue, vraiment vue, et encore moins par quelqu'un comme lui. « Je n'ai rien fait de spécial, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. Il secoua doucement la tête. « C'est là que tu te trompes. » Ce qui avait commencé comme une conversation s'est vite transformé en heure. Richard posait des questions, non pas sur Joshua ou Catherine, mais sur elle. Ses rêves. Son éducation. Comment elle est entrée dans l'hôtellerie. Il écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre ni jeter un coup d'œil à son téléphone. Et lorsqu'il partit ce jour-là, il le fit avec cette promesse « J'aimerais revenir, si ça te va. » Sophia hocha la tête, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Au cours des semaines suivantes, leur rencontre devint régulière. Parfois, c'était un café dans un café tranquille à la sortie de la ville. D'autres fois, de longues discussions sur son porche, à propos de politique, de voyage et du poids discret du deuil. Leur amitié était fondée sur le respect mutuel, rien de précipité, rien d'attendu. Pour la première fois depuis son accident, Sophia avait l'impression que quelqu'un accordait de l'importance à ses pensées, et non pas seulement à sa présence. Et même si elle ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, une chose était claire, Richard Pascal n'était pas une admiratrice ordinaire. Il ne la voyait pas comme brisée, mais comme une personne brillante. Les journées de Sophia commencèrent à prendre un nouveau rythme, libérées des échos d'un mariage qui s'était discrètement effondré. Ces matinées débutaient par des notes manuscrites, des réflexions sur l'estime de soi et l'espoir, souvent inspirées par ses conversations discrètes avec Richard. Encouragée par sa confiance en son esprit et sa perspective, elle commença à postuler à des postes de consultante indépendante auprès d'entreprises d'hôtellerie-restauration. Sa connaissance approfondie du fonctionnement hôtelier, combinée à son expérience du handicap physique, a créé un regard unique que de nombreux initiés du secteur ont trouvé rafraîchissant. En quelques mois, son nom a discrètement circulé entre les mains de propriétaires, de directeurs et de conseillers de petits hôtels influents de la ville. Peu importait son passé, seule l'intelligence de sa stratégie et sa grâce sous la pression les intéressaient. Sophia ne s'est jamais vantée. Elle n'a jamais cherché à être sous les feux des projecteurs. Elle a simplement fait son travail. Et cela a été remarqué. L'équipe de Richard a commencé à lui rendre visite plus fréquemment, d'abord sous le couvert de conversations informelles. Un conseiller principal de la première dame a pris personnellement contact avec elle, ayant entendu parler de la résilience et des compétences professionnelles de Sophia. « Le président ne tarit pas d'éloges à votre égard », a-t-elle déclaré lors de leur première rencontre autour d'un thé. « Il dit que vous avez le genre d'esprit qui voit ce que les autres ne voient pas. » À partir de là, des opportunités ont commencé à se présenter à elle. Une université locale l'a invitée à co-animer un atelier à huis clos sur le leadership après un traumatisme. Un centre de bien-être lui a proposé de la conseiller pour rendre son expérience plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Son nom a progressivement émergé dans les cercles élitistes, non pas par scandale ou par pitié, mais pour sa compétence, son sang-froid et sa lucidité.
On commença à murmurer que Sophia James n'était pas seulement admirable, mais indispensable. Pourtant, elle resta discrète. Elle ne publia rien sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais évoqué la vidéo virale du gala où son mari avait refusé sa présence. Elle refusait les interviews de la presse, déclinant les offres avec assurance et gentillesse. Sa force était discrète, presque intraçable, mais indéniable. Lors d'événements, elle apparaissait parfois en retrait aux côtés de conseillers gouvernementaux ou discutait en privé avec des chefs d'entreprise à huis clos. Elle devenait incontournable dans les lieux importants, non pas par son bruit, mais par sa grâce. Le monde l'avait presque oubliée. Mais les bonnes personnes commençaient à s'en souvenir. Et plus elle s'épanouissait en silence, plus son absence résonnait dans le cœur de celui qui l'avait autrefois effacée de la scène publique. Tout commença par des murmures dans la majestueuse salle de conseil du Haven Hotel, des spéculations discrètes sur des fonds manquants, des retards de paiement et des irrégularités dans les comptes des investisseurs. Au début, Joshua acclamait sa mauvaise gestion interne. Quelques chiffres décalés ne sont pas synonymes de fraude, a-t-il déclaré au comptable senior avec son arrogance habituelle. Mais cela s'est transformé en audit. Catherine, toujours posée et dédaigneuse, insistait sur le fait que les anomalies étaient liées à des virements internationaux en attente et promettait de les résoudre d'ici la fin de la semaine. Mais en coulisses, quelque chose de bien plus dangereux se tramait. Une plainte anonyme avait été déposée auprès du Bureau of Business Compliance, et les enquêteurs ont commencé à fouiller la structure financière de l'hôtel comme des termites dans du bois. Joshua, aveuglé par la confiance et l'ego, ne réalisa pas que Catherine l'avait désigné comme bouc émissaire de ses malversations. Moins d'une semaine plus tard, il fut convoqué à une réunion à huis clos où auditeurs et avocats du gouvernement présentèrent des preuves, des factures falsifiées, des fournisseurs fictifs et des transactions offshore acheminées via des comptes sous son approbation hiérarchique. Le nom de Joshua était omniprésent, sa signature numérique apposée sur toutes les approbations suspectes. C'est l'œuvre de Catherine, argumenta-t-il, en sueur, la voix brisée, désignant des documents avec incrédulité. Elle s'occupait des finances internationales. Elle disait, mais Catherine était déjà partie. Le matin même, elle avait quitté son luxueux appartement, coupé ses lignes téléphoniques et vidé tous les comptes joints qu'elle et Joshua avaient ouverts ensemble. Lorsque les autorités se sont rendues à la dernière adresse enregistrée, elles n'ont trouvé qu'une équipe de nettoyage en train de récurer les sols en marbre et une brochure de voyage abandonnée sur laquelle était inscrit un aller simple pour Dubaï, entouré d'encre rouge. Catherine Francis avait disparu, emportant avec elle près de 3,2 millions de dollars d'argent blanchi et la dernière once de la réputation de Joshua. La presse s'est jetée sur le scandale comme des loups sur une nouvelle proie. Les gros titres criaient à la trahison, un directeur d'hôtel trompé par son amant devenu chasseur de grenouilles. Les réseaux sociaux l'ont raillé sans relâche, repartageant la vidéo virale du gala où il avait renié Sophia, désormais juxtaposée à des images de sa disgrâce. Le conseil d'administration de l'hôtel l'a suspendu indéfiniment et les poursuites judiciaires se profilaient à l'horizon. Joshua a tenté de s'expliquer, de préserver le peu de crédibilité qui lui restait, mais toutes les portes lui ont claqué au nez. Ses anciens collègues évitaient ses appels. Ses amis prirent leur distance. Même les membres éloignés de sa famille refusèrent d'être associés à son nom. Il était assis seul dans le Penthouse que Catherine avait autrefois décoré de meubles italiens, contemplant le silence qu'elle laissait derrière elle, sa carrière ruinée, ses dettes et le goût amer de la justice poétique. Pour la première fois, Joshua Robertson, autrefois l'homme qui avait publiquement effacé sa femme, était désormais celui qui avait été complètement et publiquement effacé. L'invitation était arrivée dans le modeste appartement de Joshua, qui n'était plus le Penthouse qu'il affichait autrefois, par l'intermédiaire d'une connaissance commune désireuse de l'aider à réintégrer la haute société. Il s'agissait d'un petit dîner privé offert par un envoyé diplomatique pour accueillir des investisseurs étrangers. Il n'y aurait ni flash ni journaliste, seulement des conversations raffinées, du jazz doux et des opportunités chuchotées. Joshua n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Alors il accepta, priant pour que quelqu'un, n'importe qui, croie encore en son charme. Vêtu d'un costume sur mesure qu'il avait à peine les moyens de faire nettoyer à sec, il arriva au Grand Viridian Estate où se tenait l'événement. Tandis que le valet prenait ses clés et le conduisait vers l'entrée de la cour, il prit une profonde inspiration, redressa son col et se prépara à se produire. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, ce qui le frappa comme un coup de poing en pleine poitrine,
c'était qui se tenait au bout de la terrasse, Sofia. Elle était assise à côté du président Richard Pascal, son fauteuil roulant encadré de lanternes de jardin doré, et sa présence rayonnait d'une puissance naturelle. Ses cheveux étaient coiffés en un élégant chignon, de petites boucles d'oreilles en diamants illuminant chaque mouvement de tête. Sa robe, d'un gris argenté, flottait délicatement sur ses formes comme de l'eau tissée dans de la soie. Elle riait, calme, radieuse, insensible au chaos qui l'avait rongée ces dernières semaines. Elle ne le vit pas au premier abord, mais d'autres le virent. Des murmures parcoururent la salle comme de fines vagues tandis que les invités reconnaissaient Joshua Robertson, tombé en disgrâce, et la femme qu'il avait autrefois niée, siégeant désormais aux côtés du président. Richard se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de Sofia, qui tourna légèrement la tête, son sourire ne faiblissant jamais. C'est alors que son regard croisa celui de Joshua. L'espace d'un instant, le monde s'arrêta. Joshua se figea en plein pas, la bouche légèrement entr'ouverte, la gorge sèche. L'air semblait s'être évaporé de la cour. Sofia le fixa, l'air indéchiffrable, mais calme, si calme qu'il en fut déstabilisé. Il s'avança lentement vers elle, tel un homme s'approchant d'un fantôme, incertain de sa réalité ou de son châtiment. Sa voix se bloqua dans sa gorge lorsqu'il entra dans son champ de vision. Sofia, parvint-il à articuler un murmure. Elle ne parla pas. Pas encore. Le président Pascal le remarqua, mais ne l'interrompit pas. Il observait simplement, la posture posée, le regard protecteur. Joshua ouvrit la bouche pour en dire plus, pour plaider, pour expliquer, mais rien ne sortit. Juste le silence. C'était une honte. Le goût amer de ce qu'il avait balayé, renaissant devant lui, plus puissant que jamais. Le Rosewood National Press Hall était bondé de dignitaires, de sénateurs, de membres du cabinet et de représentants des médias internationaux, attendant le discours de politique économique de routine du président Richard Pascal. Personne n'avait anticipé ce qui allait se passer ce soir-là. Les rideaux de velours drapés derrière le podium ondulaient doucement sous le courant d'air central, et la salle bourdonnait de bavardages discrets et du cliquetis des appareils photo. Au premier rang était assise Sophia James, désormais familière mais encore mystérieuse dans les cercles politiques de l'élite. Vêtue d'un élégant ensemble bleu marine rehaussé de cristaux, elle paraissait posée, digne, telle la femme dont le monde entier parlait avec admiration et respect. Bien que son fauteuil roulant fût toujours à ses côtés, il ne définissait pas sa présence. Son assurance, si. Le président Pascal est monté sur scène sous des applaudissements polis. Alors qu'il commençait à parler du progrès et de la résilience du pays, son ton a légèrement changé. Il a marqué une pause. Son regard scruta la foule, puis se fixa sur celui de Sofia. « Dans cette salle, nous célébrons la force », commença-t-il d'une voix grave et assurée. Nous célébrons ceux qui traversent les tempêtes avec dignité, qui restent calmes quand le monde tente de les briser. Au cours de l'année écoulée, j'ai eu l'honneur de connaître quelqu'un qui incarne cette force. Le public s'est penché, curieux, certains se tournant déjà vers la femme au premier rang. Quand la cruauté a tenté de la réduire au silence, elle s'est redressée. Quand la trahison a tenté de la briser, elle est restée intacte. Elle m'a appris, ainsi qu'à bien d'autres, ce qu'est le véritable courage. La salle de presse était silencieuse. Le président se détourna du podium et descendit de scène. Des exclamations de surprise parcoururent l'assistance tandis qu'il s'avançait lentement vers Sofia, les flashs des appareils photos s'illuminant comme des éclairs dans un ciel sombre. Sofia écarquilla les yeux, son souffle retenant l'incrédulité. Richard fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Il s'agenouilla, non pas de manière théâtrale, mais solennellement, respectueusement, devant la femme que le monde avait autrefois encensée et vénérée à présent. « Sophia James », dit-il en soutenant son regard tandis que l'émotion emplissait sa voix, « tu m'as appris plus que n'importe quelle loi ou n'importe quel cours. Me feras-tu l'honneur d'être à mes côtés, non seulement comme ami ou mentor, mais comme partenaire de vie? Veux-tu m'épouser » La salle s'est esclaffée, applaudie et admiration. Les caméras n'ont pas seulement enregistré un discours politique ce soir-là, elles ont filmé l'histoire en train de se réécrire. La nouvelle a explosé dans tous les médias quelques minutes après la demande. Le président Pascal propose à l'entrepreneur paralysé de prendre la parole lors d'une conférence de presse, relayée par les téléscripteurs, les unes des journaux
les blogs et les gros titres internationaux. Les photos se sont répandues à une vitesse fulgurante. Richard agenouillé devant Sofia, la boîte de velours ouverte à la main, et Sofia, digne et sereine, cligne des yeux pour masquer ce que les caméras n'ont pas pu capturer. Des années de souffrance se retrouvent aujourd'hui face à un moment de validation que le monde ne pouvait ignorer. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Des hashtags comme Sophia James, proposition présidentielle et la dignité règne ont inondé les plateformes du monde entier. Sa grâce discrète lors du spectacle, sa tragédie passée et son récent retour au pouvoir ont fait d'elle un symbole mondial de force et d'estime de soi. Les commentateurs ont débattu, loué, analysé. Les femmes l'ont qualifié d'inspiration. Les analystes politiques ont qualifié ce moment d'audace dans la carrière de Pascal. Mais pour Joshua Robertson, c'était un titre gravé dans sa honte. Il regardait les images depuis un bar faiblement éclairé, le volume de la télévision suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Les clients chuchotaient autour de lui. Certains l'ont immédiatement reconnu. D'autres, déjà au courant de la vidéo virale du gala quelques mois auparavant, l'ont comparé aux images fraîches désormais affichées sur tous les écrans. La même femme qu'il avait reniée, humiliée, était désormais la fiancée du président des États-Unis. Son téléphone vibrait sans cesse, non pas de soutien, mais de vieilles connaissances se moquant de lui, de journalistes sollicitant des commentaires et de parents éloignés s'interrogeant sur la véracité des rumeurs. Même ses anciens collègues de Majestic avaient laissé des commentaires publics subtils. La vie est si dure, et je parie qu'elle n'est plus une simple connaissance, hein? L'humiliation enveloppait Joshua comme une seconde peau. La même presse qu'il avait autrefois flatté le dévorait maintenant sans pitié. Il rédigea un message à Sofia, puis le supprima. Il tenta de rédiger une déclaration publique, puis abandonna. Aucune excuse ne pouvait rivaliser avec l'image que le monde avait déjà adoptée. La femme digne qu'il avait rejetée, désormais choisie par l'homme le plus puissant du pays. Et pendant tout ce temps, Sofia n'a rien dit. Elle n'a accordé aucune interview. Elle n'a pas réagi publiquement aux gros titres ni à la chute de Joshua. Elle n'a même pas publié sur les réseaux sociaux. Son silence était plus fort que n'importe quelle réfutation. Ce n'était pas de la vengeance. C'était l'évolution. Sophia James n'avait pas besoin de parler. Le monde le faisait pour elle, désormais. La rotonde du Jardin national était silencieuse lorsque Sophia James s'est installée sur la scène en plein air, la foule devant elle se tenant à bout de souffle. C'était la première fois qu'elle acceptait de s'exprimer publiquement depuis ses fiançailles éclairs avec le président Richard Pascal, et le monde entier la regardait. Entourée de cerisiers en fleurs et d'agents de sécurité discrètement postés tout autour, elle a pris place devant le micro avec la même grâce qui avait captivé toute une nation. Dans la foule se trouvaient des sénateurs, des magnats du monde des affaires, des survivants de traumatismes et des citoyens ordinaires qui avaient suivi son parcours avec admiration. Mais, blotti au fond de l'auditoire, loin des flashs des appareils photos, se tenait Joshua Robertson. Sans invitation, sans annonce, et presque méconnaissable dans son costume modeste, il se tenait au milieu de la foule non pas comme un homme de grande stature, mais comme un homme rongé par le regret. Sophia scruta les visages devant elle, puis prit la parole d'une voix ferme et claire. « Ce n'est pas un discours de vengeance, » commença-t-elle. « C'est une histoire de transformation. » Elle a parlé de son accident, de sa souffrance silencieuse, de la trahison endurée et de la solitude qui cherche à la retrouver. Elle n'a pas nommé Joshua, mais le sous-entendu était indéniable. Il fut un temps où je croyais que le silence était le seul moyen de survivre. Mais j'ai appris que la grâce n'est pas une faiblesse, et qu'aller de l'avant ne nécessite pas d'effacer le passé, mais de l'accepter. Des murmures d'approbation parcoururent l'assistance comme des vagues. Puis elle marqua une pause, le regard adouci. À ceux qui m'ont autrefois soutenu et trahi, je vous pardonne. Joshua baissa la tête, les yeux brûlants. Puis elle ajouta, mais je ne vous porte plus avec moi. J'ai lâché prise et je suis passé à autre chose. Le mariage a eu lieu 3 semaines plus tard sur le balcon de la résidence présidentielle, devant un petit groupe intime de proches et de dignitaires. La robe de Sophia était fluide, telle une dignité tranquille incarnée, brodée de symboles de force et de guérison. Richard se tenait à ses côtés, le regard fixe, un homme profondément amoureux, non pas d'une figure d'inspiration publique, mais de la femme qui lui avait appris à voir au-delà des apparences. Les vœux étaient brefs, mais sincères. Il n'y avait pas de grandes déclarations,
seulement la vérité, le respect et la promesse de paix. Sophia James est devenue non seulement première dame, mais aussi un symbole mondial de résilience, de grâce et de volonté inébranlable de s'élever. Elle n'avait plus rien à prouver à personne. Elle avait écrit son histoire, et cette fois, personne d'autre ne tenait la plume. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.